Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Monique, je travaille avec Pierre Cartier à Annecy, enfin, au centre du CERUMIB. Et d'ailleurs, c'est un topo qui est assez complémentaire de celui d'Ulrich. Il nous a semblé important d'aborder cette question de la génétique, puisque je pense que la quasi-totalité d'entre vous se pose la question pourquoi on développe une arthrite-du-ménier idiopathique, est-ce que mes enfants autres ont un risque de développer, est-ce qu'il y a un caractère familial. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a pensé que c'était important de faire un point qui va être un point assez bref. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question sur la génétique dans l'arthrite-du-ménier? Est-ce que la génétique les facteurs génétiques, on va voir qu'est-ce que c'est que des facteurs génétiques, peuvent intervenir dans la survenue de la maladie? Est-ce qu'ils peuvent intervenir dans la survenue de certaines complications de la maladie? Tout à l'heure, on a exposé sur les élites dans l'après-midi. Est-ce qu'ils peuvent intervenir dans de la réponse au traitement? Vous savez que quand on donne un traitement, on n'a pas tellement dit une forte probabilité que ça marche, parce qu'on le propose, mais on n'est jamais sûr que le traitement va être efficace chez tous les enfants. Et est-ce qu'il y a des causes génétiques qui peuvent expliquer que dans certains cas, ces traitements ne marchent pas? Alors voilà, on ne s'est pas du tout concerté avec Ulrich, c'est une diapositive qui est beaucoup moins jolie que la sienne, qui dit la même chose pour dire qu'il y a des... Donc pourquoi est-ce qu'on fait une maladie inflammatoire? Il y a des facteurs environnementaux. Donc, vous avez un exemple de ce que ça peut être un facteur environnemental avec les bactéries du tube digestif. Beaucoup, bien sûr, d'autres facteurs environnementaux qui peuvent jouer. Et puis, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques et quels facteurs génétiques donc s'intriquent pour faire qu'à un moment donné, on a une pathologie inflammatoire. L'arthrite-du-ménier idiopathique est une des très nombreuses pathologies inflammatoires. Et finalement, pour répondre d'entre elles, on a une idée extrêmement précise. On a beaucoup de pistes, mais de savoir très très précisément pourquoi à un moment donné, un adulte, un enfant, va développer une maladie inflammatoire. Alors, de quoi on parle quand on parle de facteurs génétiques? Il y a un certain nombre d'entre vous, dont je suis les enfants, qui m'ont posé la même question, de savoir quand on a commencé à consulter dans ce bâtiment Imagine, qui est donc le laboratoire destiné aux maladies génétiques, mais pourquoi est-ce qu'on vient consulter dans le bâtiment de maladies génétiques? Ce n'est pas une maladie génétique. Donc effectivement, ce bâtiment Imagine, dans lequel vous êtes hébergé aujourd'hui, c'est un concept assez original qui fait travailler à la fois main dans la main des cliniciens qui consultent et puis qui vont dans les laboratoires et qui réfléchissent notamment sur la génétique de maladies inflammatoires. Alors, qu'est-ce qu'on appelle facteur génétique? Alors, juste un tout petit rappel. Donc, là, vous savez qu'on a chacun 23 paires de chromosomes, une paire de chromosomes sexuels qui va devenir et puis 22 paires autres qui n'interviennent pas dans le caractère sexuel. Et donc, quand un enfant va se former, il va y avoir une fusion de cellules du père et de la mère qui vont se mettre ensemble, et qui vont se diviser, puis à un moment donné, avoir arriver un beau petit bébé. Donc, chacun d'entre nous hérite un chromosome de son père, un chromosome de sa mère, et puis donc il peut se passer parfois des accidents dans la survenue de cette fabrication génétique, et cet accident qui peut déboucher sur une maladie, ça va être soit la mutation, la transformation de ce qu'on appelle un gène, donc les chromosomes sont formés l'ADN qui eux-mêmes contiennent des milliers de gènes, c'est des petites structures protéiques qui sont à côté les unes des autres et qui vont déterminer pour un certain nombre d'entre eux le caractère physique, le caractère des maladies. Donc il peut y avoir vous voyez le lieu des... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, donc, il peut y avoir, après la division cellulaire, ça ne marche plus, c'est pas grave. Après la division cellulaire, donc voyez ce point jaune là, une anomalie, un gène qui va se transformer, ou alors il peut y avoir l'un des parents qui porte une anomalie sur le gène. Voilà, ici qui va le transmettre, qui va transmettre cette anomalie au moment de
cette formation génétique à ce moment-là. Et puis, autre possibilité, il peut y avoir des chromosomes qui se dispersent mal, qui ségrègent mal. Il peut y avoir trois chromosomes dans une cellule, on en avoir deux. Ça peut être aussi une cause de maladie. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent après la fusion des cellules du père et de la mère, et que toutes les maladies génétiques ne sont pas des maladies héréditaires. Il peut y avoir des tas de modifications génétiques qui se viennent après la fusion des cellules et qui ne sont pas du tout apportées par l'un des parents. Alors, ces facteurs génétiques, quels sont-ils? Il peut y avoir de façon très rare, dans le domaine des maladies inflammatoires, un facteur unique qui va être directement responsable de la maladie. Au sein du CEREMIC, on travaille sur d'autres maladies carcinoïdes hépatiques, qui nous occupent beaucoup, mais il y a d'autres maladies. Il y a des maladies inflammatoires. Alors, moi, je travaille pas mal sur un maladie qui s'appelle le lupus systémique, c'est une maladie qui est en pleine évolution dans sa compréhension, parce qu'on est en train d'identifier beaucoup de choses génétiques qui sont responsables d'un petit nombre de cas de lupus systémique. Donc on peut imaginer que certaines maladies inflammatoires, une petite portion de ces maladies inflammatoires sont vraiment des maladies génétiques au sens où on entend avec la mutation d'un gène. Pour cela, il faut penser que ces maladies qui rentrent dans ce cadre sont des maladies avec beaucoup de formes familiales. On verra que ce n'est pas tellement le cadre de la Chine. Mais on peut imaginer, comme par exemple la mucoviscidose, qu'il y a un gène qui est abîmé et qu'on va avoir donc la maladie qui va directement résulter, ou que des chromosomes se dispersent mal, par exemple, comme dans la trisomie 21, on a 3 chromosomes 21 au niveau 21. Et puis beaucoup plus fréquemment, on va voir qu'il peut y avoir un certain nombre de facteurs génétiques qui en eux-mêmes ne suffisent pas à expliquer la maladie, mais qui vont favoriser, comme une association entre eux, ou une association à des facteurs environnementaux, qui vont favoriser la survenue de la maladie inflammatoire. Ces facteurs génétiques qui favorisent, ça peut être là encore une anomalie d'un gène, d'un chromosome, qui va faire une maladie qui elle-même va être associée à la trisomie hépatite, de façon plus fréquente. Les gènes dont je vous ai parlé, qui sont sur l'ADN et le chromosome, chacun de façon normale, ceux qui codent pour des caractères extrêmement communs, ils ont chacun plein de configurations, ce qu'on appelle des polymorphismes. On peut avoir un gène X qui a un petit bout à droite, qui va avoir un petit bout à gauche, un petit bout au milieu. C'est le même gène, configuré un petit peu différemment, qui va coder pour des paramètres, des facteurs très très généraux. Et c'est ça qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire des toutes petites modifications qui n'entraînent pas de maladie forcément, mais qui vont caractériser. Donc un gène, c'est plein de gènes différents, plein de structures différentes. Donc c'est ça qu'on va appeler les facteurs génétiques. Donc finalement, on peut arriver à ce sens que toutes les maladies sont des maladies génétiques. Si on intègre tous ces grands facteurs génétiques, ce qui ne veut bien sûr pas dire que toutes les maladies sont des maladies héréditaires, mais les généticiens ici, il y en a beaucoup, disent que toutes les maladies ont une composante génétique, et ça semble assez clair si on parle de facteurs qui favorisent la survenue d'une maladie. Alors, comment est-ce qu'on va étudier ces facteurs? Alors, il y a eu beaucoup de progrès dans l'étude de ces facteurs génétiques au cours de ces dernières années. Si on veut étudier les chromosomes, donc il y a le cariotype ici, qui étudie le nombre de chromosomes, la forme des chromosomes. Il y avait, quand il y avait des familles, il y avait plein de maladies, on étudiait un petit peu comment se répartissaient les maladies, comment les distances de gènes par rapport à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'étude de liaison génétique. Et puis donc il y a un grand progrès depuis ces 5 dernières années, qui sont ce qu'on appelle le whole exome sequencing, qu'on pratique beaucoup dans cette liaison, qui est une technique qui est en cours de développement, qui pose aussi des problèmes, où on va séquencer, on prend un peu d'un prélèvement de sang, et on va séquencer toutes les régions qui codent pour des caractères d'une façon générale. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est de l'informatique, donc on va avoir des millions et des milliers de données qu'il va falloir analyser. On va avoir un petit peu tous les gènes qui codent dans le génome de l'enfant. Voilà à quoi ça ressemble, un whole exome séquencé, mais c'est de l'informatique, donc on voit plein de gènes partout. Et moi je suis incapable d'analyser ça, c'est vraiment des équipes spécialisées qui par des filtres différents arrivent à faire émerger, savoir s'il y a un gène qui va émerger plus que l'autre. Et une fois qu'on a identifié un gène,
il reste une étape difficile, parce qu'on a fait plusieurs, de savoir si c'est vraiment ce gène qui est responsable de la maladie génétique. Donc il y a tout un tas d'expériences. Vous voyez, c'est un peu l'évolution de la génétique. Et ici, donc, on est dans un temple des maladies génétiques. Donc, on pratique beaucoup ce genre d'analyse. Donc tout ça, c'est des méthodes pour regarder s'il y a un gène, une anomalie d'un gène précis qui va être responsable soit de la maladie elle-même, soit d'une maladie qui va favoriser la survie de la prétubénie. Et puis il y a d'autres études que fait beaucoup chez dans les maladies de l'adulte, un tout petit peu dans l'arthrite juvénile, où on va étudier des milliers et des milliers d'enfants ou d'adultes qui ont une même maladie, et on va étudier beaucoup de gènes différents, ce qu'on appelle, on va étudier donc, ces fameux polymorphismes. On étudie un certain nombre de gènes, on étudie leurs configurations différentes, et on va voir si tel gène a tel polymorphisme est plus fréquent chez les patients, en l'occurrence on a une arthrite juvénile idiopathique, donc voilà, chaque couleur correspond à un gène, et puis vous voyez en ordonnée l'intensité de savoir s'il y en a qui ressortent, et puis on va voir un petit peu, on va parler un petit peu plus concrètement de ces polymorphismes. Vous voyez, c'est assez compliqué, c'est assez difficile d'interprétation. Donc si on revient à l'arthrite juvénile idiopathique, la question premièrement, est-ce qu'il y a des maladies génétiques au sens en classique, un gène, une mutation d'un gène qui va être directement responsable de la maladie. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il faut quand même s'intéresser à des maladies où il y a pas mal de formes familiales, des maladies inflammatoires, où il y a de façon non exceptionnelle plusieurs patients de la même famille, plusieurs personnes de la même famille qui ont la maladie. En général, ça n'est pas le cas dans l'arthrite juvénile idiopathique, sauf dans un sous-type. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de tous les sous-types, la de Stein, les formes oligo-articulaires du jeune enfant, les formes polyarticulaires. On vous répond toujours, la probabilité qu'il y ait un autre enfant atteint dans votre famille est extrêmement faible. On ne dit jamais, jamais, on est prudent, mais ce n'est pas des maladies où il y a beaucoup de récurrence familiale. Sauf dans ce groupe, on a l'arthrite associée aux antésites, ou les spondyloarthropathies, d'une façon plus correcte, où il y a l'antigène HLA-B27, là ce sont des maladies où effectivement il y a une forte récurrence familiale. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une... On verra pourquoi il y a cette récurrence familiale finalement. Il y a des antigènes HLA-B, et le B27, c'est un polymorphisme. Donc c'est un exemple d'un polymorphisme particulier qui va intervenir pour favoriser l'émergence d'une maladie, mais ce n'est pas une maladie liée à une mutation d'un gène précisément. Donc est-ce que l'on connaît actuellement, si on reprend tous ces différents éléments, est-ce qu'on a actuellement des maladies où il y a un gène qui est directement responsable de la GI? Eh bien, très peu, très peu. Il y a une publication récente de 2015, vous voyez, on a identifié dans plusieurs familles où il y avait plusieurs enfants atteints un gène qui s'appelle le gène LAC1, LAC1, dont on ignore absolument à quoi il sert. Il code pour une enzyme qui s'appelle la LAC1, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais clairement, c'était des enfants qui avaient une forme juvénile, une maladie de Stein, une forme systémique d'AGI, où on a identifié la mutation d'un gène. On a un collègue à Lyon, Alexandre Bello, qui a suivi des familles qui ont telle mutation, qui ont des formes, des formes pas forcément très systémiques. Donc, probablement, c'est un gène qui est important dans la chimie, qui va être étudié par des équipes. On va essayer de comprendre à quoi sert cette enzyme. Parce que derrière tout ça, c'est pas juste pour faire joli et faire des travaux scientifiques, on essaie d'identifier les facteurs génétiques, et pour essayer de comprendre à quoi vont servir cette enzyme en particulier, comment elle va intervenir dans la genèse de l'arthrite juvénile idiopathique, et est-ce qu'il y aura un moyen de donner un traitement ciblé. Donc toutes ces recherches sont faites dans les laboratoires fondamentaux, mais avec une idée de faire de la recherche qu'on appelle translationnelle, qui va permettre de mieux comprendre les maladies plus ou moins rares, et qui va permettre peut-être dans certains cas de proposer des traitements beaucoup plus ciblés qui seraient l'avenir de ces maladies. Mais dans la GI, vous voyez, c'est tout à fait balbutiant, il y a une seule maladie qu'on connaît comme ça. Alors, deuxième étape, est-ce qu'on a des maladies génétiques liées à une maladie d'un chromosome ou à une mutation d'un gène qui vont favoriser la survenue de l'arthrite juvénile? Ça, on en connaît. On connaît certaines maladies qui sont liées à des anomalies d'un gène, comme nous on suit dans le centre de référence, ce qu'on appelle des syndromes auto-inflammatoires. Ici, il est un syndrome auto-inflammatoire qui se manifeste par des épisodes de fièvre. Alors, certaines d'entre elles, c'est des fièvres répétées, des fièvres continues. Il y a une maladie qui touche beaucoup les familles du bassin méditerranéen,
s'appelle la maladie périodique ou la fièvre méditerranéenne familiale, on sait qu'il y a statistiquement des associations aux spondyloarthropathies. Et puis il y a certains déficits immunitaires qui s'accompagnent d'arthrite, qu'on peut classer éventuellement comme des arthrites juvéniles idiopathiques. Il y a certains enfants qui ont un déficit immunitaire qui développe un tableau qui ressemble vraiment à une arthrite juvénile idiopathique. Les anomalies, je vous ai dit tout à l'heure que les anomalies des chromosomes pouvaient également être incriminées dans certaines maladies. On sait que par exemple la trisomie 21 va favoriser la survenue de l'arthrite juvénile idiopathique, qui n'est pas toujours si facile que ça, un délai de diagnostic suffisant. Et puis enfin, donc un sujet qu'on connaît, qui est beaucoup plus étudié chez l'adulte en particulier, quelques études chez l'enfant. Est-ce que certaines conformations de gènes très communs sont plus volontiers associées au développement de maladies inflammatoires? Donc, moi, c'est un champ de recherche que je trouve moins intéressant. Ça risque moins de déboucher sur de la recherche sensationnelle avec des thérapeutiques ciblées. Mais, donc, c'est un champ qui existe. Donc, en gros, il y a deux types de gènes classiques et dont certains polymorphismes vont être associés au développement de certaines formes d'arthrite juvénile idiopathique. Des gènes qui, je vous dirais, qui codent pour un système qui s'appelle le système HLA. Je vais vous dire dans une minute ce que c'est que ce système HLA, qui intervient des réactions immunitaires, présentation d'antigènes et des réactions d'immunité. C'est donc, ça fait partie de de très grand groupe de molécules où il y a ce fameux antigène HLA B27. Vous avez certains d'entre vous ont bien entendu parler. Je vais vous reparler dans une minute. Et puis il y a un certain nombre de gènes en dehors de ce système HLA, donc, qui ont des polymorphismes. Il y a encore une publication en 2016. Certains polymorphismes sont associés plus volontiers au développement d'une maladie. Donc ça, c'est pour vraiment expliquer à quel point la génétique, même si c'est un poids pas très grand, c'est un polymorphisme, intervient dans ces maladies. Alors juste pour finir, presque finir, cet antigène HLA-B27 dont vous entendez beaucoup parler, c'est un antigène, donc c'est une molécule, une substance qui va être à la surface des cellules, qui va les différencier les unes des autres. Les molécules du système HLA sont sur les globules blancs, c'est pour ça que ça s'appelle HLA, c'est Human Leukocyte Antigens. Il y en a de beaucoup de sortes. On utilise beaucoup ces molécules quand on fait des crêpes de moelle, par exemple, comme dans notre service. On sait qu'il y a la plus grande compatibilité possible, c'est comme un peu les groupes sanguins. Ils marquent les globules blancs, comme les groupes sanguins marquent les globules. Et donc, dans ces fameux antigènes HLA, il y a déjà A, B, C, D. Et dans le groupe B, il y a donc une forme particulière. Là, vous voyez, sur la droite, à quoi ressemble une molécule, c'est très compliqué, une molécule HLA, c'est une poche, c'est en 3 dimensions. Il y a un polymorphisme B27 qui va être associé va favoriser la survenue d'une spondyloarthropathie et parfois d'autres maladies inflammatoires. Donc, la transmission s'appelle dominante, c'est-à-dire que quand il y a un membre de la famille qui a ce polymorphisme particulier, il y aura une probabilité sur deux que son enfant ait cette fameuse molécule HLA de B27. Mais ce n'est pas du tout suffisant pour développer la maladie. Il y a à peu près 5 à 10% de la population générale qui porte cet antigène sans être du tout malade. Donc, c'est pas parce qu'on transmet, qu'on est soi-même malade et donc on va transmettre cet antigène HLA-B27 à son enfant, que son enfant va être malade. En d'autres termes, ça n'a aucun intérêt, on ne le fait jamais, enfin, on ne devrait jamais le faire, de rechercher cet antigène HLA-B27 chez quelqu'un qui n'a aucun signe articulaire. Ça n'a rien apporté du tout, ça risque de stresser au propos, et rien apporté de positif. Donc, c'est un polymorphisme, on recherche uniquement si on a une symptomatologie articulaire ou des maladies digestives ou ophtalmologiques qui peuvent être associées. Voilà pour la genèse de la maladie. La génétique, ça peut intervenir dans d'autres domaines. Il y a une discipline qui est la pharmacogénomique, qui est en pleine expansion. Oui, j'avais eu une minute. Mais ça me semble pour 5 minutes. Qui peut intervenir dans le métabolisme des médicaments ou dans la façon dont les médicaments sont métabolisés dans l'organisme. Et donc, il y a là aussi des facteurs génétiques qui peuvent intervenir. Un certain nombre de vous ont participé à une étude qui s'appelle ETA+, où on va essayer d'étudier ces facteurs génétiques qui peuvent expliquer que tel enfant va bien répondre au méthotrexate et que tel enfant va mal répondre, et également pour les anti-TNF. Donc il y a quelques données sur le méthotrexate et les anti-TNF dans cette
cette discipline. Et enfin, pour finir, certains facteurs génétiques peuvent être impliqués dans la série de complications, par exemple le syndrome d'activation de l'acrophagie ou les UVI, peut-être vous entendez parler. Donc, pour conclure, les cas familiaux d'AGI sont très rares, en dehors de l'AGI associée au HLA-G27, mais il y a beaucoup de facteurs de susceptibilité génétique qui vont intervenir dans la genèse de la maladie. Voilà, et je vous remercie.